la santé, on ne jouit de rien. Et l'on ne peut conserver sa santé que par la sagesse et la sobriété. Chers internautes, très avis de vous retrouver pour ce numéro de votre émission Bien-être et Santé. Vous n'êtes pas sans savoir que les besoins en compléments sanguins sont en constante augmentation alors que le nombre de donneurs s'amoindrit. Et chaque prétexte qui empêche le donneur de faire œuvre utile accentue la pénurie dans les banques de sang, ce qui entraîne souvent la mort des personnes souffrant d'une anémie sévère. Mesdames et messieurs, vous avez compris sans doute que nous parlerons aujourd'hui de l'anémie et de l'importance du don de sang. Alors merci de rester avec nous. Bonjour et bienvenue. Fatigue permanente, essoufflement, battement de cœur irrégulier, ce sont entre autres les symptômes de l'anémie. Ce mal qui n'est rien d'autre qu'une carence de globules rouges ou d'hémoglobine dans le sang. Alors si vous êtes anémié et que vous optez pour un traitement par voie traditionnelle, je vous invite à suivre ceci avec Marcel Akboli, un tradithérapeute. L'anémie, c'est un manque du sang dans l'organisme. Donc l'anémie peut être provoquée par beaucoup de choses. Par exemple, le paludisme peut entraîner l'anémie. Maintenant, parlant de paludisme, on peut déjà marquer une différence. Il existe deux types de paludisme. Il y a palud simple et palud grave. Maintenant, le corps chaud. Le palud peut entraîner le corps chaud. Le corps chaud a un temps qui prend un temps sur la personne, a un effet de manque du sang. Donc la personne peut être anémiée. Je vais parler d'une infection qu'on appelle CRP. C'est une infection qui se trouve dans le palud. Ça peut entraîner l'anémie. Maintenant, manque d'une bonne action alimentaire, mauvaise alimentation, ça peut entraîner l'anémie. Donc, plusieurs causes peuvent entraîner l'anémie. Celui qui souffre de l'anémie et qui ne veut pas se faire guérir par les médecins, par les modernistes, quand il vient chez moi, c'est un produit à la disposition de cette personne. Voici le produit. Ce produit que voici, la personne va acheter un lait pic, une main dans ce produit. La personne va prendre une cuillerée à soupe le matin, un à midi et un le soir. La personne prend cela pendant 5 jours. Il est satisfait et s'en revient. Il y a beaucoup de plantes qui ont contribué à la fabrication de ce produit. Mais je vais donner seulement un exemple. La feuille de l'orgueil de Chine en fait partie. Il y a beaucoup de feuilles que je ne peux pas énumérer. Ce produit, je lui ai attribué un nom, fond. Je suis un fond. Je lui ai attribué un nom en fond et on l'appelle Mouté Sogbe. Je vais dire à ceux qui souffrent de cette maladie de ne pas être soucieux parce que les soucis aussi tuent. L'anémie, là, ça fait chemin avec la mort. L'anémie fait chemin avec la mort. Parce qu'il n'y a pas le sang, la personne ne peut pas vivre longtemps. Parce que d'abord, disons que le sang, c'est le sang qui commande le système de l'organisme. Quand il n'y a pas le sang, tel que les motos prennent du carburant, c'est comme ça que l'organisme doit avoir le sang pour pouvoir être fonctionnel. Donc s'il n'y a pas le sang, c'est la mort. Chers internautes, nous avons sillonné la ville pour recueillir l'avis de quelques personnes sur l'importance du don de sang et ce qu'est l'anémie. La substance, c'est à travers la rubrique « Qu'en savez-vous » ? Non, moi, je n'ai donné qu'une seule fois. Depuis ce temps, je n'ai plus donné.
Si, si vous n'avez pas du sang dans votre organisme, vous ne pouvez pas vivre. Vous êtes premièrement anémié, on le sent à travers vos visages, vos yeux, vous êtes toutes pâles. Et concernant nous les femmes, parce qu'à chaque mois, on a nos menstrues. Donc, si au cas où nous n'avons pas de sang dans notre organisme, les menstrues ne peuvent pas arriver. Parce que les menstrues, c'est du sang. Le sang est très important dans l'organisme d'un être humain. Sans le sang, avoir déjà un enfant qui est anémié, qui n'a pas le sang dans son organisme, si les leucocytes d'abord ne sont pas normaux, l'enfant là ne peut même plus rester sur ses deux pieds. Il se couche, il est fatigué parce que les agents défenseurs de l'organisme sont déjà atteints. Parce qu'il y a déjà anémie là. Donc s'il n'y avait pas anémie et il y avait les leucocytes qui sont déjà à terre, c'est que l'enfant serait encore debout. Mais quand l'anémie est là, quand il y a anémie, il y a truc là, comment dirais-je, les leucocytes aussi sont bas ou bien ils sont élevés. L'enfant ne peut plus réagir très bien. L'anémie chez la femme enceinte, par exemple, c'est très grave. Parce que sur la table d'accouchement, elle va saigner beaucoup. Et quel est le nombre de sang qui va rester? En temps normal même, les femmes enceintes, normalement, avec 12 grammes de sang avant de monter sur les tables d'accouchement. Donc le sang joue un rôle capital dans la vie d'un être humain, dans l'organisme surtout. L'anémie qui bat son plein, qui est là, mais tu ne le sais pas. Mais quand ça arrive à un niveau donné, tu fais une crise. Et là, c'est une transfusion sanguine qu'on te fait. Selon moi, je peux dire que le don du sang permet de sauver plusieurs vies. Par exemple, au cas où quelqu'un aura un accident et il a perdu beaucoup de sang, arrivé à l'hôpital, on lui dit qu'il lui manque, il a vraiment perdu du sang. Donc il faut qu'on lui jette encore, en tout cas, on lui jette encore un autre sang. Donc cela voudrait dire que on pourra faire l'analyse et voir de quel groupe sanguin il s'agit. Donc, au cas où, si par exemple, si moi je ne faisais pas le don du sang ou bien je n'avais pas l'intention de donner du sang à quelqu'un ou bien quelque chose du genre, on ne pourra pas prélever mon sang directement et le jeter. Donc, selon moi, je peux dire que le don du sang joue vraiment un rôle très très important dans la vie humaine. Ça aide beaucoup. Dans les cas où il y a des malades qui sont dans le besoin, en urgence, quand le sang a été collecté, surtout dans les CEG, dans les établissements, là, on peut aider rapidement le malade qui est dans le besoin, sans faire beaucoup de déplacements pour aller chercher ça, parce que c'est déjà là. Et on prend ça pour utiliser ça pour le malade qui est dans le besoin. Mais quand on n'a pas collecté, quand tout le monde refuse comme moi de ne pas donner le sang, on voit des malades qui meurent banalement parce qu'il n'y a pas le sang qui est là pour les aider. Moi, j'étais victime de l'anémie. Parce qu'il fut un moment, j'étais un peu malade. J'étais partie à l'hôpital, on m'a dit que j'étais anémie. J'étais anémie, moi-même, je ne comprenais rien. On m'a dit que j'avais plus suffisamment de sang dans mon organisme. Donc on m'a prescrit des médicaments, des produits à prendre. Donc pour pouvoir renforcer. J'ai vu plein de cas d'anémie. Aujourd'hui, par exemple, je viens de voir un enfant qui a 3 ans et demi, qui a 3 grammes. Et j'ai demandé au technicien qui est là de regarder les leucocytes de l'enfant. Si les leucocytes sont en haut, l'enfant peut résister. Mais ils ont demandé en même temps le groupe sanguin. Le docteur qui a demandé l'analyse a demandé le groupe sanguin parce que je suis sûre que l'enfant, on va lui faire une transfusion sanguine. Parce qu'il est déjà à 3 grammes. Et les leucocytes, quand ils sont atteints, l'enfant ne peut plus résister. C'est que parfois, c'est la mort qui suit.
Acte généreux et solidaire, le don de sang permet chaque année de sauver plus d'1 million de vies. Alors, pour en savoir davantage sur l'importance de donner le sang, nous recevons pour vous aujourd'hui Dr François A. Arlonsou. Il est médecin spécialiste en transfusion sanguine, et directeur de la communication et de la promotion du don de sang à l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Mais avant, installons-le. Docteur François, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes les bienvenus chez nous. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. D'entrée de jeu, quelle est d'abord votre appréciation sur les 2 éléments que nous venons de suivre? Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la transfusion sanguine et surtout au don de sang. Parce que s'il n'y a pas de don de sang, il n'y a pas de transfusion sanguine. Et je dois dire que la médecine traditionnelle avait des propositions, proposait chaque fois des solutions à nos anémies. Mais souvent, quand nous on les retrouve à l'hôpital, c'est la transfusion sanguine. Pas de transfusion sanguine, c'est la mort qui suit. Donc je dois les remercier pour tout ce qu'ils font, mais je dois aussi dire méfiance. Parce que tout ce que nous ingurgitons, que nous ingérons, il faut faire attention. Quand il n'y a pas l'autorisation de mise sur le marché, s'il n'y a pas vérification, s'il n'y a pas sécurisation de produits à ingérer, à avaler, attention, on peut vouloir sauver et se créer aussi des ennuis. C'est pour cela tout ce que nous avalons doit être sous contrôle. Donc, je dois remercier pour toutes les recherches traditionnelles qui se font pour pouvoir améliorer les produits traditionnels mis à disposition de nos populations. Mais je dois leur demander d'être toujours sous contrôle afin que nous puissions associer médecine moderne à la médecine traditionnelle qui est gage de notre développement en matière de médecine tout court à offrir à nos populations. Deuxième élément, c'est qu'il a posé les problèmes clés. Les problèmes clés, c'est d'abord le paludisme. Le paludisme avec ses conséquences de paludisme grave, d'accès palus grave, avec son contexte de complications, surtout l'anémie. L'anémie palus décompensée est la première cause de transfusion sanguine au Bénin. Depuis plus de 25 ans, c'est le cas, malgré la lutte acharnée contre le paludisme reste et demeure la première cause de mortalité, la première cause de consultation en milieu hospitalier, la première cause d'hospitalisation, première cause de décès de nos enfants de 0 à 5 ans. Et le constat est amer, mais persiste, malgré tous les investissements. En plus, il y a la nutrition. La mauvaise nutrition, nous consommons mal et nos enfants, la pauvreté, tout cela aidant, on se retrouve à une conjugaison, paludisme grave avec mauvaise nutrition et on se retrouve à faire des pathologies beaucoup plus graves qui exigent la transfusion sanguine. Et la transfusion sanguine, ça demande à ce que des bonnes volontés, des hommes âgés de 18 à 65 ans, apparemment en bonne santé, soient volontaires et soient disposés à donner bénévolement leur sang. Moins d'un demi-litre de sang, parce qu'ils en ont 5 à 6 litres, c'est-à-dire 5 000 à 6 000 millilitres en circulation, offrir moins de 350, 450 millilitres tous les 3 mois pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes, ça peut aider 1, 2, 3 enfants de 0 à 5 ans et aider une femme qui vient d'accoucher, qui a un moyen de délivrance pour être sauvée. C'est ça, la clé de départ, le premier point clé de la sécurité transfusionnelle, c'est la disponibilité permanente. Et le Bénin est actuellement en insécurité parce que nous n'avons que 75 000 poches pour la main, alors qu'on doit atteindre 100 000 poches l'année. Docteur, vous venez tout à l'heure, vous aviez rapidement abordé l'aspect de l'anémie, vous avez défini l'anémie. Un mot sur le micro-trottoir que vous avez suivi avec nous. J'ai suivi, je sais qu'ils ont eu quand même une connaissance pas complète, mais il ne faut pas confondre les leucocytes, les globules blancs avec les globules rouges, parce qu'avec le liquide abondant dans lequel nagent les éléments, le plasma, oui, il y a les 3 éléments clés, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc, nous avons besoin de chaque composante lorsqu'on fait une maladie que nous connaissons. Mais la maladie la plus courante que tout le monde connaît, c'est l'anémie. Ce déficit en globules rouges, en hémoglobine, se serait compensé par que les globules rouges. Et la science aujourd'hui n'est pas encore arrivée à fabriquer des globules rouges pour permettre à nous autres de pouvoir se passer du don de sang. Jusqu'à nouvel ordre, le don de sang sur le plan mondial reste un don volontaire et des hommes pour donner aux hommes. Don de sang volontaire, bénévole, parce que le bénévolat aujourd'hui arrive des produits, mais il est indispensable pour la sécurité transfusionnelle.
Voilà, docteur, quelqu'un qui souffre de l'anémie chronique a nécessairement besoin de sang. Et nous savons tous qu'il faut des donneurs pour sauver ces cas de maladie. Alors, quelle est la procédure pour faire don de ce liquide précieux, docteur? Je dois dire ceux qui sont en anémie chronique décompensée, anémie aiguë décompensée, parce que toutes les anémies ne sont pas transfusées. Que ce soit clair pour tout le monde, toutes les anémies ne sont pas à transfuser. On peut typer l'anémie. Avec l'animation de formule sanguine, on arrive à classer, on a des traitements qu'il faut adapter pour pouvoir se passer de la transfusion sanguine. Parce que la meilleure transfusion sanguine est celle qu'on ne fait pas. Si on évite à quelqu'un d'être transfusé, on nous trouve des médicaments qu'il faut, je pense qu'on lui a évité un risque inutile. Parce que le risque ne sera jamais zéro. Donc, toute transfusion, on doit peser le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Donc, il est important que nous puissions nous battre tous les jours que le bon Dieu fait pour éviter les anémies, surtout aux enfants et à nos femmes enceintes. Parce que c'est les deux couches vulnérables. Voilà. Et ça, c'est la lutte au quotidien. Bien manger, et surtout suivre les conseils nutritionnels que nous donnons, et surtout se protéger contre le paludisme. Parce que dès que vous avez le paludisme grave, ça détruit les hématozoïdes, attaquent le globule rouge, restent à l'intérieur et font exploser les globules rouges. Comme ça, des milliards de globules rouges explosent, oui, et vous vous retrouvez sans globules rouges pour transporter l'oxygène que vous respirez vers les organes pour que vous puissiez vivre normalement et exporter maintenant le gaz carbonique vers l'extérieur afin que vous puissiez être en équilibre avec votre milieu pour permettre suffisamment à votre organisme de pouvoir tirer profit de l'oxygène et des nutriments que le sang apporte. Docteur, dites-nous, après la collecte des packs de sang, quelles sont les procédures pour certifier la qualité de chaque prélèvement avant leur mise en banque? Je vous dis merci beaucoup encore une fois. Je dois rassurer tous ceux qui donnent le sang de ne pas avoir peur de la piqûre. De ne pas aussi avoir peur qu'on va les contaminer, c'est faux. Nous utilisons des matériels stériles et nous désaffectons sérieusement la zone de piqûre et nous leur rassurons c'est quelques minutes seulement après avoir posé un questionnaire. Leur avoir demandé de répondre à un questionnaire, oui, leur avoir examiné gratuitement. C'est une consultation gratuite. Être candidat au don de sang, c'est faire l'objet d'une consultation gratuite. Et tout homme a besoin de sentir, d'être rassuré, être en bonne santé. Si vous êtes apte au don de sang, vous passez. Si vous n'êtes pas apte, on vous oriente vers ce qu'on découvre par hasard, parce, oui, que tout homme est un malade qui s'ignore. Oui. Si on découvre quelque chose en vous, on vous oriente et on vous permet de prendre rapidement en charge et de ne pas faire la maladie. Et ça, c'est une bonne chose. Et on vous encourage à devenir recruteur. Donc la jeunesse béninoise est appelée à d'abord être recruteur et être candidate au don de sang. Donc les femmes, il y a beaucoup d'intérêt. Les hommes aussi, et chacun doit connaître son groupe sanguin. C'est indispensable, surtout aux filles, avant les premiers rapports sexuels. Si vous êtes dans les rapports sexuels, prenez précaution, prenez toujours vos précautions, mais connaissez votre groupe sanguin et surtout Rhésus. Alors, il est important de connaître son groupe sanguin. Dites-nous, y a-t-il une procédure afin de se procurer de ce liquide précieux? Dès que vous êtes candidat, nous, on vous examine, on prélève. On prélève à peine 350 selon votre poids, 7 à 8 ml kg. Et dès qu'on prélève la quantité qui ne dépasse jamais 450 ml, oui, les tubes dans lesquels nous prélevons 3 tubes, chaque tube a un objectif clé. C'est pour le groupage, c'est pour l'hémoglobine. C'est pour le dépistage HIV, SIDA. Oui. Chaque fois que vous donnez votre sang, on vous fait le dépistage HIV. C'est une sécurité fondamentale pour le donneur et pour vous-même. Parce que si vous êtes CO négatif, c'est bravo. Vous battrez tous les jours que le bon Dieu veut pour ne jamais attraper le virus HIV. Ça, c'est la lutte de tout un chacun de nous contre lui-même pour ne jamais attraper le virus HIV. Deuxième chose, les hépatites virales, B et C, c'est aujourd'hui un problème sérieux de santé publique. Il y a plus de 15% de la population qui parfois se retrouve avec l'hépatite virale B ou C. B d'abord, c'est une endémie, oui, qu'il faut réussir à endiguer. Et la syphilis en voie de disparition, mais qui persiste dans notre population avec ces dégâts. Malheureusement, nous constatons encore que la syphilis, qui est une maladie vénérienne, connue, une infection vénérienne connue de longue date, on doit pouvoir l'éviter. Donc nous contrôlons ces paramètres-là systématiquement chaque fois que vous avez votre sang. Et dès que c'est négatif, vous rentrez, la poche rentre dans le circuit de la distribution. Dès qu'il y a un paramètre qui est positif, même s'il y a un petit doute sur l'examen ou sur la qualification biologique, oui, on sort la poche pour la destruction, quitte à refaire encore un autre contrôle. L'autre poche qui est partie en circulation, un autre contrôle pour la même personne. Pour la même personne, on le rappelle pour contrôle, pour être sûr que
ce sont peut-être nos réactifs qui sont hypersensibles, Voilà. qui ont trop dépisté positif, alors qu'on a des éléments d'appréciation pour confirmation et pour dire que vous êtes un faux positif. Alors à ce moment-là, on vous rassure et on vous permet d'être donné encore de récupérer votre poche. Mais quand l'autre poche, tout est négatif et avec une bonne qualité, une bonne quantité de globules rouges et de hémoglobine, ça va dans la circulation et déposé dans le frigo entre 4 et 8 degrés de conservation de vie pour maximum 30 jours. La plupart de nos poches ne font même pas 48, 72 heures parce que la demande est forte, c'est déposé dans les banques de sang et les demandes sont exprimées de façon rigoureuse sur une ordonnance spéciale à 3 volets où le médecin demande si l'agent à la banque de sang qui doit servir, si et celui qui transfuse doit aussi contresigner tout en nous renvoyant le 3e volet pour dire que j'ai transfusé telle personne dans tel centre de santé, sur tel lit, à tel moment avec précision. Ça nous permet à nous de faire des contrôles, ce que nous appelons l'hémovigilance. Vous venez de dire tout à l'heure la durée de conservation de ces poches de sang. Alors dites-nous, que fait-on ou que deviennent ces poches de sang après cette période-là? Dès que les poches sont conservées, je vous dis que ça ne fait même pas 30 jours. La demande étant forte dehors, à peine on a récolté, on a collecté. Aujourd'hui, on a fait le travail le lendemain. Le soir, déjà, après de 15 heures, la distribution commence dans toutes les structures qui sont dans le besoin, nous appelons les banques de sang. C'est ça que tout le monde connaît. C'est là où tout le monde, quand le médecin exprime la demande, le patient porteur de la demande apparaît avec un tube de prélèvement du malade, receveur potentiel, et le bon qu'on appelle la fiche de distribution nominative. Pour pouvoir, et il y a aussi une demande de groupage sanguin du receveur. C'est là, c'est le travail que fait la banque de sang tout de suite. Il doit d'abord rapidement rechercher le groupe sanguin du receveur, voir s'il y a compatibilité entre la poche demandée et le sang du malade, et être sûr qu'il y a compatibilité entre les deux pour être sûr que le sang à donner ne va pas aussi créer des dégâts chez le receveur dès qu'on sera en train de faire la transfusion. Donc cette poche peut servir à une seule personne, comme ça peut servir à 3 enfants. Parce que si, sur les 450 ml que trouve dans la poche, si l'enfant un nouveau-né qui vient de naître, qui a 3 kilos, avec 20 ml de kilos, s'il a besoin que c'est 40 ml de kilos ou 60 ml de sang total, nous devons pouvoir partager, nous devons pouvoir répartir les 40-50 en 100 poches, en 100 ml. Oui. Ça peut devenir 3 poches, ça peut devenir 2 poches selon la quantité exprimée par le médecin. C'est comme ça qu'une seule poche prélevée chez quelqu'un peut servir 2, 3, voire 4 personnes. Docteur François, je reviens encore sur la question. J'aimerais vraiment savoir, au cas où ces poches de sang que vous collectez, vous n'arrivez pas à pouvoir servir aux clients et que la durée de conservation est expirée, que faites-vous? C'est rare. Ça arrive souvent en période de janvier, février, mars. C'est-à-dire en début d'année où la demande est faible. Oui. La demande est faible. Parce que nous déléguons même, nous différons même les collectes de sang. Quand on voit que la demande est faible, on essaie de servir, d'aller collecter juste. Et dès que le sang doit aller proche, je dis c'est extrêmement rare, proche de la date, c'est les groupes rares qui sont moins demandés, qui peuvent aller jusqu'à la prévention. À une semaine de la prévention, on fait appel, on sommes dans un réseau, on fait appel aux autres structures pour que rapidement, s'il y a demande quelque part, on fait signe et on sait. C'est rare qu'une poche qualifiée, bonne, soit amenée à périmer et à être détruite. Mais c'est les poches qui sont à paramètres positifs que nous nous acharnons à rentrer dans une procédure rigoureuse de destruction qui permet de les détruire afin que ça n'échappe pas au système. Donc rares sont les poches de qualité, de bonne qualité que nous avons à détruire pour des raisons de prévention. Alors dites-nous, pendant combien de jours le bénéficiaire d'une poche de sang peut-il l'héberger avant coagulation? Le bénéficiaire d'une poche de sang, je n'ai pas bien compris votre question. Je veux dire quelqu'un qui vient se procurer du sang pour un patient. Oui. Ou pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Oui. Et je suppose que l'opération n'a pas eu lieu le jour où il est venu chercher cette poche de sang-là. Alors, combien de temps il peut garder cette poche de sang sur lui? Non. Vous venez chercher, vous avez 6 heures de temps. Dès que vous le transférez, le système doit reprendre absolument la poche de sang qui n'a pas servi effectivement à celui à qui c'est destiné. C'est 6 heures de temps. Sinon, si on reprend après 6 heures de temps, on détruit la poche. Parce que les conditions de transport
doivent être respectées et après 6 heures de temps, nous sommes plus rassurés sur les conditions. Parce que s'il y a déjà, après beaucoup de secousses, après une mauvaise conservation, parce que nous emballons bien dans une glacière et nous mettons de l'eau glacée ou bien du glaçon à côté pour donner au moins les conditions de fraîcheur à la poche afin qu'au cours du transport, ça ne connaisse pas des moments de forte température pour que ça amène l'hémolyse, c'est-à-dire la destruction des globules rouges. Et dans les 6 heures, parce qu'on marque l'heure, la date et l'heure de session. Et le médecin ou l'agent de santé qui reçoit doit pouvoir marquer l'heure d'arrivée et pouvoir transfuser immédiatement. S'il n'arrive pas à transfuser en deçà des 6 heures de temps, il va que c'est au-delà. Attention, il doit vérifier de façon macroscopique, de façon systématique, si la qualité encore du sang dans le contenant est encore. Et pouvoir transfuser. S'il ne transfuse pas, il est obligé de retourner à la banque de sang la plus proche pour d'instruction. Alors dites-nous comment dépister. Des fois, nous allons déjà contrôler dans les frigos, dans les hôpitaux, dans les services de santé, pour voir si, par hasard, une poche de sang qui n'a pas servi à quelqu'un transfusé, si ce n'est pas conservé dans le frigo de centre de santé, et on va jusqu'à récupérer. Voilà. Dites-nous, docteur, comment dépister l'anémie chez les potentiels donneurs de sang? Systématiquement, sur un donneur de sang qui vient, on fait les examens cliniques. Les examens cliniques permettent, avec l'habitude, de savoir si le donneur est bien coloré. S'il n'est pas bien coloré, des fois, on va jusqu'à faire un dosage d'hémoglobine pré-don, si on a l'appareil. Si on n'a pas l'appareil, il y a les examens cliniques, le pouls, la température, le poids et la tension artérielle. Ça nous permet de voir déjà si la personne est vraiment apte au don de sang. Sinon, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre la vie d'un candidat au don de sang en danger en lui prélevant le sang alors que lui-même est dans le besoin. Vous êtes directeur de la communication et de la promotion du don de sang et vous sensibilisez beaucoup de personnes sur l'importance de donner le sang. C'est bien cela, je crois. Absolument. Alors, quel bilan faites-vous déjà du travail abattu jusque-là, docteur? Nous sommes peinés de dire que malgré tout ce que nous faisons plus de 10 ans dans le système, nous n'avons pas beaucoup décollé. En 10 ans, c'est vrai, on a procuré de 56 000 poches à 75 000 aujourd'hui, mais nous avons encore un gap de 25 000 poches à atteindre pour atteindre les 100 000 poches pour satisfaire les besoins des 10 millions de Béninois. Bientôt 11 millions de Béninois et nous allons passer à peut-être, parce que l'OMS nous réclame d'atteindre 1% de la population de poches prélevées pour être sûr que nous allons satisfaire toutes les demandes exprimées et justifiées. Parce que nous battons aussi en aval pour que toutes les poches de sang prescrites soient justifiées. Parce que les médecins et agents de santé qualifiés doivent être bien formés pour vraiment respecter les indications de la transfusion sanguine. Sinon, nous allons faire le gaspillage d'un produit qu'on récolte avec beaucoup de difficultés. Donc il est question que nous puissions atteindre l'objectif de 100 000 poches en l'espace de 2-3 ans. Sinon, on va toujours courir et avoir des périodes rouges d'avril à juin-juillet où il y a forte saison pluvieuse, il y a acmé de paludisme, et il y a anémie beaucoup plus grave, il y a déficit du sang, parce qu'au même moment, la jeunesse est beaucoup plus en examen, parce que ce que nous voulons, la majorité de donneurs de sang sont étudiants aujourd'hui. Hier, on disait élèves étudiants, les élèves sont de plus en plus moins de 18 ans à passer le bac, donc alors que nous, on attend 18 ans avant de commencer par prélever et avoir 50 kilos, donc nous avons de plus en plus de problèmes, et Dieu merci, nous avons beaucoup d'écoles privées, confessionnelles, publiques, de haute école, des écoles universitaires, des instituts, comme des universités vers lesquelles nous allons pouvoir prélever le sang afin de satisfaire. Mais on devons faire encore une fois appel à la jeunesse, pour qu'elle ait moins peur à la piqûre, pour qu'elle ait moins peur, parce que nous savons très bien, c'est une question, le don de sang est lié aussi à la sexualité, et nous savons très bien aussi que la sexualité est un peu débridée aujourd'hui, qu'il est question de conjuguer la sexualité avec beaucoup de responsabilités. Nous avons besoin d'une vie sexuelle responsable, nous sommes tous appelés à plus de responsabilités par rapport à notre vie sexuelle pour rester à l'abri de ces maladies que nous recherchons systématiquement à chaque fois que nous prélevons. Donc, pas peur de se découvrir HIV positif, pas peur qu'on découvre un paramètre hépatite virale ou syphilis positive. La jeunesse s'abrite, refuse, résiste au don de sang. Alors que le don de sang, il n'y a pas meilleur avantage que d'être donneur de sang. Parce que c'est une manière de faire votre vidange tous les 3 mois. Et c'est une meilleure preuve d'amour du prochain. Être donneur de sang, je vous assure, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Sur ce que préconisez-vous à l'avenir pour un meilleur résultat, docteur?
c'est toujours vous dire merci, vous qui êtes des médias de tous ordres, pour que nous aider à communiquer massivement, à informer et surtout à informer sur la promotion de la santé. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse en bonne santé pour que les questions prioritaires aujourd'hui, après la santé, du chômage, que nous puissions avoir une jeunesse qui fait face à ses responsabilités de travail. Quand on travaille, on est beaucoup plus tête sur les épaules, épanoui. Et quand on est épanoui, on pense à faire des œuvres utiles. Et une des œuvres utiles, c'est le don de sang. Docteur, des conseils à donner? Je vous conseille de bien manger. Manger beaucoup de légumes, de poissons, de fruits. Quand vous passez 40 ans, mangez moins de viande rouge, surtout buvez beaucoup d'eau et moins d'alcool. Parce que la jeunesse qui prend beaucoup d'alcool, de bière, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin de beaucoup de jeunes qui prennent beaucoup d'eau, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, un peu d'alcool, très peu d'alcool. Je sais que l'alcool aussi, c'est bien, mais quand on exagère, c'est dangereux pour le foie, c'est dangereux pour le pancréas, c'est dangereux tout court. Donc, jeunesse, nous avons besoin de vous pour être des candidats au don de sang et surtout être des recruteurs. Chaque famille doit avoir un donneur dans notre répertoire. C'est parce que c'est une œuvre noble et utile. Merci à vous, docteur. On ne peut s'assurer une bonne quantité et qualité de sang en mettant de côté la consommation des fruits. Sur ce, mesdames et messieurs, elle s'installe pour vous sur ce plateau, Krishna Seou, pour vous renseigner sur le fruit du jour. Krishna, bonjour. Bonjour Tatiana. Alors, de quels fruits nous bénéficierons les astuces aujourd'hui? Aujourd'hui, on parlera de la pastèque. Place à vous. Okay. Bonjour chers internautes. La pastèque ou melon d'eau possède un goût rafraîchissant qui désaltère. Rouge ou rose, blanche ou jaune, sa chair est une importante source de lycopène, un antioxydant qui protège contre les maladies cardiovasculaires. Très intéressant. Les pépins de la pastèque sont comestibles et fournissent de la vitamine C. Selon des résultats d'une étude, une grande consommation de pastèque serait associée à un plus faible risque de cancer de la prostate. Les principaux composés antioxydants de la pastèque sont des caroténoïdes, plus particulièrement du lycopène et dans une moindre mesure du bêta-carotène. La chair de la pastèque est gorgée d'eau, ce qui lui confère ses vertus désaltérantes lors des chaleurs. La pastèque a 5 bienfaits essentiels, à savoir, elle est riche en antioxydants, elle procure une sensation de satiété, elle contribue à éviter les crampes, elle est excellente pour le cœur et elle est excellente pour la femme enceinte. Si vous mangez des quantités raisonnables, les pastèques ne doivent produire aucun effet secondaire grave. Si vous mangez une abondance de ce fruit par jour, cependant, vous pouvez rencontrer des problèmes d'avoir trop de lycopène ou de potassium. La consommation de plus de 30 mg de lycopène par jour pourrait potentiellement causer des nausées, de la diarrhée, de l'indigestion et des ballonnements. Les personnes atteintes de l'hyperkaliène grave ou trop de potassium dans le sang ne devraient probablement pas consommer plus qu'environ une tasse d'eau de pastèque par jour. Ce sera tout pour ce numéro. Merci à vous, Krishna. Alors, docteur, dites-nous un mot sur la consommation de la pastèque. C'est intéressant, très intéressant à conseiller aux hommes surtout, et puis à consommer avec modération chez les hypercalémiques. Ceux qui ont l'hypercalémie, c'est-à-dire qui ont plutôt de potassium en circulation. Donc, en tout cas, c'est des choses à conseiller comme il le faut par les cardiologues à leurs malades, et aussi à consommer avec modération pour certains qui ont beaucoup d'hypercalémie. Des fois, on est obligé de prescrire de potassium à des gens, on peut leur dire simplement de consommer de pastèque. Mais attention, l'essai nuit en toutes choses, donc pour ne pas trop exagérer, si vous prenez trop, vous allez faire de diarrhée, vous allez perdre beaucoup d'eau, mais en consommer une fois par jour, très bien pour la santé. Vous en consommez? C'est un fruit que j'aime pas beaucoup, j'aime beaucoup plus d'autres fruits que ça. Je vous le dis, je suis sincère en le disant, mais c'est pas que c'est pour moi ça. Chacun sait ce qu'il aime, mais les fruits sont indispensables à l'homme. Donc je vous le conseille, c'est pas parce que moi, j'aime pas pastèque, j'aime d'autres fruits. Oui. Donc chacun n'a qu'à chercher les fruits qu'il aime et respecter son organisme. Si vous prenez quelque chose, vous avez des difficultés, éliminez. Parce que ça dépend de chacun. Il y a des choses que vous n'aimez pas,
sans que vous ne sachiez pourquoi, parce que vous avez développé une allergie ou vous êtes sensible à cela, et c'est hypersensible, éliminez. Mais cherchez toujours à consommer beaucoup de fruits. Tous les jours qu'on devait manger sans consommer de fruits dans une journée, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut accompagner son aliment de fruits de façon systématique. Docteur, vous n'aimez du tout pas la pastèque. Je n'ai jamais consommé. Ça. Donc vous n'allez pas consommer ça avec Bon, vous voulez que je fasse plaisir? Oui, justement, docteur. Oh là là. Oh là là. Bon. On vous invite, docteur. Bon, c'est pour vous faire plaisir aux internautes. Merci, merci infiniment. C'est une première. Krishna, vous ne m'invitez pas? Oh, je découvre. Hein. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oh, c'est rouge sanguin. C'est vraiment délicieux. Bon, tu vois, j'espère que désormais vous allez commencer. Vous faire avaler des choses, même si vous ne les aimez pas. Il y a quelqu'un qui va s'étonner. Depuis 20 ans que la personne me connaît, il ne m'a jamais vu prendre pastèque. Mais c'est un jour qu'on commence à apprendre quelque chose ou à consommer quelque chose. Bon, en tout cas, c'est délicieux. Merci bien. Même si j'aime pas trop. Merci d'avoir consommé ça, docteur. Et un grand merci à vous, Krishna Serou, d'être passé sur ce plateau. Merci, Tatiana. Et voilà, chers téléspectateurs, vous convenez avec moi qu'il a bien des avantages à consommer de la pastèque. Consommez-en régulièrement car il n'y a que la fréquence qui vous fera bénéficier de ces astuces. Comme toujours, c'est avec grand bonheur que toute l'équipe de bien-être et santé travaille pour vous satisfaire. C'est la fin de ce numéro. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.